souhaite la bienvenue à cette table ronde qui est dédiée donc au photovoltaïque et à la biodiversité, et en particulier aux séquences ERC, donc comment éviter, réduire et compenser les impacts des centrales solaires sur la biodiversité. Nous allons aborder 3 grands sujets que je vous montre si ça fonctionne, la zapette technique. Ah voilà, ça y est. Donc, nous allons parler à la fois des impacts connus des centrales photovoltaïques sur la biodiversité. Nous allons parler de certaines mesures ERC innovantes ou importantes à connaître et à bien maîtriser. Et ensuite, il y a une question importante qui se pose, c'est le suivi de ces mesures. Comment on arrive à suivre la bonne application de ces mesures, avec quel type d'outils. Je m'appelle Carole Rapp et je suis journaliste spécialisée en transition énergétique. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 4 spécialistes de ces sujets. Je commence dans l'ordre... non, il n'y a pas d'ordre. Thomas Aiglin, coordinateur du pôle Sol, Paysage et Impacts environnementaux. Je vous remets les noms. Bonjour Thomas, je vous en prie. Donc, coordinateur du pôle Sol, Paysage et Impacts environnementaux au sein de la direction bioéconomie et énergie renouvelable de l'ADEME. Manon Léon de Tréveret. Bonjour. Chef de projet écologue pour le bureau d'études en environnement Biotop en Bourgogne-Franche-Comté. Robin Dixon. Bonjour. Responsable de l'expertise environnementale pour l'association France Renouvelable, qui est porte-parole des énergies renouvelables électriques en France. Et enfin, Sophie Jacot, qui travaille en tant que responsable du suivi environnemental de Photosol. Bonjour. Et Photosol, donc producteur d'énergie photovoltaïque, qui a notamment créé un pôle biodiversité il y a 2 ans. Donc, je l'ai dit, mais pour les nouvelles personnes, vous pouvez poser des questions via l'application Slido. Et pour cela, il vous suffit de flasher le QR code qui s'affiche là sur les écrans. Et ça vous permet, même vous pouvez zoomer de fond de la salle, ça fonctionne. Vous ouvrez l'application et vous pouvez poser vos questions par écrit. On y répondra, vous l'avez vu, à 2 reprises, donc plus ou moins en milieu de table ronde, dans environ une demi-heure, et ensuite à la fin, c'est-à-dire dans un peu moins d'1 heure. Ou potentiellement au fil de l'eau, si les questions se rapportent très précisément à un point qu'un des intervenants évoque. Donc, nous allons commencer par les impacts des centrales solaires au sol sur la biodiversité, et je me tourne vers Thomas de l'ADEME. Alors, l'ADEME, il y a un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité qui a été créé en avril 2024, donc ça fait 1 an et demi, un peu plus. Comment évolue l'état des connaissances sur les impacts des centrales solaires au sol par rapport à la biodiversité ? Est-ce que, par exemple, on a connaissance de nouveaux impacts ces dernières années ? Vous pouvez nous raconter ? Bonjour à tous. Je copilote la mise en œuvre de l'Observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité, qui a pour objectif de faire le point sur les connaissances scientifiques relatives aux impacts et surtout à l'efficacité des solutions pour les atténuer. Donc on fait ça avec l'Office français de la biodiversité, mais aussi bon nombre de partenaires. Et ce qu'il faut avoir en tête sur le photovoltaïque, c'est que c'est un sujet de recherche assez récent en termes d'impact sur la biodiversité, d'autant plus qu'il faut des sites pour pouvoir suivre et les évaluer. Donc vous vous doutez bien que les connaissances, elles s'acquièrent encore actuellement et qu'il y a besoin de recherche. Ce qu'on sait déjà, c'est que quand on implante une centrale photovoltaïque au sol, elle va générer des pressions sur la biodiversité. Elle va les générer à 2 échelles. À l'échelle du paysage, donc on va avoir une emprise de plusieurs hectares clôturés, et qui peut affecter, fractionner les milieux et affecter les corridors écologiques. Donc ça, c'est une première chose. Je pense qu'on en discutera tout à l'heure. Et il y a une deuxième échelle qui est l'échelle au sein de la centrale, au niveau des panneaux photovoltaïques. Entre les panneaux photovoltaïques, c'est une modification du milieu. On va modifier les apports d'eau au sol, on va modifier les apports de lumière. On va aussi avoir des travaux de chantier, des travaux de gestion de la végétation qui vont modifier en fait les conditions d'habitat au sein des centrales photovoltaïques. Et donc on a des pressions qui peuvent générer des impacts. Alors, diapo suivante.
Alors, ces impacts ils peuvent être au niveau du sol, au niveau de la flore, au niveau de la faune de la petite faune, et également au niveau de tout ce qui se nourrit de cette petite faune, notamment tout ce qui est oiseaux et chiroptères. Alors on a quand même voulu, dans le cadre de l'Observatoire, faire le point de toute la littérature scientifique existante. Alors, je ne sais pas si c'est facile à lire ce que je vous ai mis. Je vais essayer de vous traduire ça. On travaille avec le Muséum d'histoire naturelle, l'unité Patrinat qui est basée en face de la Galerie de l'évolution, en fait. Et dont le métier, c'est de traiter les données de biodiversité en France et d'évaluer les impacts des activités humaines. Donc on leur a dit, regardez tout ce qu'il y a dans la littérature scientifique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les impacts des centrales photovoltaïques au sol. Ils ont regardé plusieurs centaines de publications, ils en ont identifié une cinquantaine qui étaient exploitables, avec des données exploitables. Donc à peu près 800 observations. Ils ont dit, on peut commencer à vous dire des choses sur la flore et les insectes. Donc la première chose qu'ils ont observé, c'est qu'il y a une grande variabilité. Donc ça, c'est un premier point. Il y a une modification par le fait de mettre en place des panneaux au sol, principalement des panneaux fixes dans la littérature. Sur les communautés végétales, elles sont modifiées. Donc ça, c'est la partie en vert. Donc là où on compare, je vous ai mis la comparaison zone ouverte entre les panneaux. On voit déjà des effets. Et on voit un effet légèrement négatif sur les insectes. Donc on modifie de manière variable les communautés végétales. Et par effet de chaîne, on va souvent réduire les plantes à fleurs et la production de nectar, par exemple. Et donc on va réduire la présence d'arthropodes et d'insectes pollinisateurs. C'est ce qu'on observe dans la littérature scientifique. Et donc, vous avez un effet négatif sur les insectes pollinisateurs principalement et une variabilité sur la flore. Et ça a un impact sur ceux qui mangent les insectes, j'imagine. Et du coup, par extrapolation, on peut se poser la question, est-ce que derrière, ça ne va pas affecter les chauves-souris, les oiseaux? Pour l'instant, on n'a pas d'informations là-dessus. Alors, on a des premiers travaux. Il y en a une étude qui vient d'être publiée juste aujourd'hui par le Muséum d'histoire naturelle sur l'occupation de l'espace dans les centrales photovoltaïques par les chiroptères. On voit une réduction sur les centrales qui ont été étudiées. Donc il peut y avoir un effet en chaîne. Maintenant, la question, c'est de bien comprendre ce qui se passe et de pouvoir identifier les solutions pour les atténuer. Par exemple, un signal faible qu'on a observé dans la littérature scientifique par rapport à ces données-là, c'est qu'a priori, les trackers auraient un effet plus faible, voire en moyenne nul, par rapport aux panneaux fixes. Alors justement, c'était une de mes questions. Dans le cas, là, vous parliez des centrales au sol en général, et dans le cas de l'agrivoltaïsme, est-ce qu'on a repéré des impacts plus précis, plus particuliers, je veux dire, dédiés à la spécifique? Vous parliez de trackers, alors. C'est ça, très bonne question. Alors par rapport à l'agrivoltaïsme, c'est une filière encore plus récente, donc on a encore moins de données. On peut supposer que l'idée de travailler sur l'ombrage et réduire l'exclusion de pluie va être plutôt favorable à la biodiversité. Donc on a l'a priori que ce sera meilleur dans ce cadre-là. Et en plus, on va s'installer souvent dans des milieux qui sont plus appauvris, des milieux agricoles. Donc on aura un impact qui sera probablement plus faible que si on s'implante dans un milieu naturel. Donc ça, c'est l'a priori. Après, on n'a pas encore beaucoup de données. Il y a quelques travaux aux États-Unis qui montrent que quand on s'installe une centrale photovoltaïque sur un milieu cultivé et que ça devient une prairie, en fait, on peut pas favoriser certaines espèces d'oiseaux et de chauves-souris des milieux prairiaux. Donc ça serait un impact positif. Ça pourrait, dans certains cas, être un impact positif. D'accord, intéressant. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à Robin, donc de France Renouvelable. Donc on voit que nous avons en fait au fil des années de plus en plus d'informations sur les impacts des centrales solaires, en particulier au sol. Comment la filière photovoltaïque répond à ces impacts-là? Et en particulier, est-ce que vous avez évolué dans la prise en compte de la séquence ERC, donc éviter, réduire, compenser? Alors déjà, un petit rappel sur ce qu'est la séquence ERC. La séquence ERC, c'est éviter, réduire, compenser. C'est une séquence qui est déployée dans tous les projets d'aménagement depuis quasiment 50 ans. Ça date de 1976. Et qui est du coup à la base de tous les projets d'aménagement, y compris donc les projets d'énergie renouvelable. L'idée, c'est d'abord d'éviter un maximum d'impact, de ceux qu'on ne peut pas éviter, de les réduire, et ceux qu'on ne peut pas réduire, de les compenser. Là-dessus, il y a eu une évolution assez importante de cette prise en compte par la filière ces dernières années, notamment parce qu'on a implanté de plus en plus de parcs, donc on a pu tester de plus en plus de choses. Un point qui est important aussi, c'est que la filière s'est renforcée dans son expertise en recrutant des spécialistes au sein des développeurs. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui,
les développeurs les plus sérieux sont ceux qui, sur l'aspect environnemental, sont ceux qui ont des écologues en interne, ceux qui ont des spécialistes de l'environnement en interne, et c'est ceux qui peuvent du coup analyser, challenger les études, proposer les meilleures mesures, discuter avec les bureaux d'études en environnement. Et c'est comme ça qu'on progresse globalement. Sur globalement les autres bonnes pratiques et l'évolution de la filière, on va avoir tout ce qui est la prise en compte par les financeurs également, parce que tous les organismes qui financent ces projets d'énergie renouvelable sont aussi regardants sur la qualité environnementale des projets. Parce que derrière, ça a un impact direct sur la rentabilité du parc. Se dire que derrière, on a un projet qui est traité de façon exemplaire sur le volet de l'environnement, c'est moins de risques en phase d'exploitation, moins de risques ça peut être légal, moins de risques de découvrir une espèce protégée qu'on n'avait pas vue lors de l'inventaire parce qu'elle avait été un peu moins bien fait, et de se dire, voilà, du coup, je n'ai pas ce risque judiciaire qui risque de me tomber dessus, et moins de risques en phase d'exploitation aussi de la centrale, et s'assurer qu'on ait une bonne rentabilité parce qu'on ne doit pas ajouter des nouvelles mesures environnementales en cours de route, etc. Donc la prise en compte dès l'état initial, c'est super important pour faire en sorte que le parc, tout au long de sa vie, il puisse être exemplaire d'un point de vue de l'environnement et plutôt facile à gérer pour l'exploitant qui, dans le cas du photovoltaïque, on peut assez peu faire évoluer les mesures environnementales au cours de la vie du parc. C'est pas comme l'éolien où on peut faire moduler le bridage, on peut faire en sorte d'arrêter le parc éolien à un certain moment. Le parc photovoltaïque, une fois qu'il est là, il est là. Donc il faut autant bien le concevoir dès le départ et faire en sorte qu'on ait quelque chose qui soit exemplaire dès le début, pour qu'après, derrière, on puisse faire des mesures de gestion de la végétation. Ça, on en parlera effectivement tout à l'heure, des mesures de suivi, c'est la troisième partie, oui. Donc voilà. Je pense que c'était à peu près tout. Ouais, bah super, merci beaucoup. Bah, écoutez, justement, on va voir comment les exploitants appliquent eux directement ces mesures de réduction d'impact. Je me tourne vers Sophie de Photosol. Alors, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez cité un certain nombre d'actions très intéressantes. Une première qui peut paraître assez évidente comme ça à l'entendre, mais qui en fait ne l'est pas tant que ça, c'est la rédaction de fiches mesures. Alors, en quoi c'est important déjà? Expliquez-nous, et puis qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important? Oui, effectivement, les fiches mesures, ça peut paraître évident, mais en fait, il faut aussi bien se rendre compte que les personnes qui pensent et qui imaginent les mesures ERC en phase projet ne sont pas les personnes qui vont mettre en œuvre les mesures en phase chantier et en phase exploitation. Donc les équipes construction, les équipes exploitation, elles ont déjà aussi leurs propres impératifs, qualité, coût, délai, et ce ne sont pas des experts, des spécialistes en biodiversité. Donc j'ai encore en tête un conducteur de travaux qui me disait là, qu'est-ce que je dois respecter? Est-ce que je dois respecter les mesures d'évitement ou les mesures de réduction? Donc voilà, ce sont des gens qui ne sont pas spécialistes et experts dans la biodiversité, c'est pas si simple. Et pour autant, je vois encore des études d'impact qui font 400 pages, donc c'est quand même volumineux, et les mesures ERC qui sont noyées complètement dans le texte. Donc il faut plutôt effectivement penser à faire un chapitre dédié avec les mesures en fin d'études d'impact, et puis surtout des mesures qui sont claires, qui vont droit au but et qui sont aussi traduites dans le langage métier, le langage opérationnel, le côté terrain, pour que les équipes chantier et exploitation puissent directement s'approprier, comprendre plus rapidement du coup les mesures, et plus ils comprennent vite et plus les mesures sont rapidement mises en œuvre. Donc, une question de financement aussi, non? De ces mesures? Oui, tout à fait, effectivement. Il ne faut pas oublier aussi la quantification des CAPEX et des OPEX. Malheureusement, le coût instantané des mesures est souvent sous-estimé par les bureaux d'études, parce que ce ne sont pas eux qui sollicitent les devis, ce ne sont pas eux qui les ont en main, ce sont les maîtres d'ouvrage. Et de la même manière, les OPEX, donc les coûts récurrents d'entretien des mesures, sont souvent oubliés et minimisés. Et pour autant, un hibernacula, un tas de bois, en fait, il va falloir, à cause de la décomposition, peut-être parfois le renflouer. Des gîtes et des nichoirs, ça se nettoie, ça s'entretient. Donc il faut aussi ne pas sous-estimer le coût derrière, parce que comme l'a dit Robin, si on ne prévoit pas le budget dès le départ, c'est compliqué de redresser la barre derrière. Alors, vous l'avez, je crois, légèrement évoqué, mais en phase chantier, l'un des enjeux, c'est la bonne application des mesures de réduction par les sous-traitants. Est-ce que vous pouvez développer
Comment on fait? Oui, effectivement, si j'ai un message clé à faire passer aujourd'hui, c'est que la biodiversité, c'est pas l'affaire seulement d'un pôle environnement d'une entreprise, c'est pas seulement, ça doit pas être seulement porté par un chef de projet développement, c'est l'affaire de tous. Pour que les mesures RC fonctionnent, il faut bien que ces mesures soient appropriées par toute la chaîne de création d'un parc photovoltaïque, enfin, quels que soient les ENR. Et aussi pour ça, il faut que du coup les sous-traitants et puis les conducteurs de travaux comprennent facilement ce qu'il faut faire ou ne pas faire sur un chantier. Donc déjà, ça passe concrètement en fait par typiquement l'annexion des mesures ERC au contrat qui nous lie avec les prestataires, donc aussi en langage vulgarisé, langage vraiment en terrain pour que les prestataires puissent le comprendre. On peut également penser à ajouter une grille de pénalité en cas de manquement aux mesures ERC. Alors, c'est peut-être aussi parfois de l'ordre symbolique, mais moi, en tout cas, j'ai le sentiment que ça va continuer aussi permettre de sensibiliser sur les sujets de biodiversité et peu à peu infuser en fait les projets de biodiversité. La sensibilisation qui a lieu normalement au démarrage chantier pour que les sous-traitants comprennent de quoi on parle, mais encore faut-il aussi parler leur langage, qu'ils puissent comprendre concrètement ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Et donc le risque, si on rentre trop dans le technique d'un bureau d'études, là on risque de perdre l'attention et ça va finir comme en cours de philo au fond de la classe à dormir. Et enfin, je dirais que le suivi de chantier aussi est très important. Et moi, j'invite effectivement les maîtres d'ouvrage à solliciter les bureaux d'études qui ont travaillé lors de l'état initial, à les faire aussi suivre le chantier et aussi les faunes-flores en phase d'exploitation dans une stratégie d'amélioration continue. Parce que si l'écologue, il voit sur site, sur le chantier ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, il sera du coup aussi capable demain de proposer des mesures ERC beaucoup plus adaptées, appropriables et fonctionnelles du coup dans les projets de demain. Et vous avez l'impression que les responsables de chantier, de travaux, les sous-traitants sont de plus en plus sensibles à ces questions? Oui, effectivement, c'est aussi tout le travail, justement, comme l'avait dit Robin aussi, d'avoir du coup des personnes aussi en entreprise qui permettent aussi de sensibiliser ces équipes-là. Et donc, effectivement, ils sont de plus en plus sensibilisés et ils en tiennent compte. Ouais, tout à fait. Parfait. Alors, je vais passer la parole à Manon, donc de Biotop. On va parler d'un autre sujet qui concerne aussi les mesures ERC, c'est la question des clôtures. Qui est également un enjeu fort pour la biodiversité. Donc les centrales solaires, comme vous le savez peut-être, sont clôturées. Je crois que c'est pour une question notamment d'assurance. Mais il y a besoin quand même de laisser passer certains animaux à travers les grillages. Alors comment on fait et comment ça se passe et est-ce que c'est efficace? Oui, et pardon. Pour ça, déjà, pourquoi on s'intéresse aux clôtures? C'est pour s'intéresser justement à toute la problématique de fragmentation des habitats qui peut être impactée par la clôture, et donc pour répondre à la logique de trame verte et bleue qui était un engagement du Grenelle de l'environnement. Donc déjà, ça a une valeur réglementaire de s'intéresser à cette perméabilité de clôture. Pour ce faire, déjà, il y a plusieurs moments où on peut intervenir justement dans cette réflexion. Ça va être tout d'abord d'espacer en fait la clôture aux lisières pour permettre à la grande faune de circuler. Donc les recommandations, on recommande entre 10 à 20 mètres entre la lisière et la clôture. Nous, je suis de Bourgogne-Franche-Comté et notre DREAL recommande vraiment cet espacement de 10 mètres. C'est récurrent dans leur avis. Ensuite, ça va être justement de réfléchir sur le plan de clôture pour ne pas en fait avoir un grand parc clôturé et d'avoir plutôt en patch. Donc ça va être de se baser sur les pistes, de faire des patchs de clôture pour avoir en fait des parcs qui font de moins de 25 hectares et d'avoir justement la possibilité d'avoir des chemins entre les différentes parcelles. Et ça va être aussi de renforcer cette clôture avec la présence de haies qui va justement favoriser le déplacement de toute la faune. Et ça peut être aussi des corridors pour les chauves-souris. Donc ça, c'est très important à respecter.
Ensuite, en termes de conception concrète et de choix de la clôture, ça va être de choisir des mailles qui sont assez grandes, donc 20 cm par 20 cm, pour laisser passer en fait tout ce qui est petite faune, donc comme le hérisson d'Europe ou le lapin de Garenne, qui sont des espèces qu'on peut retrouver régulièrement sur les parcs. Et donc d'après nos retours d'expérience, on voit que ça fonctionne et que nous, on avait un parc où il y avait du lapin de Garenne et il est toujours présent au sein du parc. Ça va être aussi de rehausser la clôture de 30 à 40 cm du sol pour justement encore plus favorabiliser cette perméabilité. Et donc voilà, ça va être vraiment des choix. Après, la clôture, ça peut être aussi un piège écologique pour les espèces. Et donc, il faut choisir des clôtures les plus rigides possibles pour pas que les animaux se coincent dedans. Ça, c'est très important parce que ça peut arriver qu'un blaireau, un chevreuil, en voulant traverser, se coince dans le grillage souple. Donc, c'est important de choisir un grillage rigide. Après, ça va être aussi d'éviter tout ce qui est les poteaux creux, parce que la petite faune pourrait venir en fait dedans pour ce qu'elle trouve que c'est un abri, donc on peut avoir et les oiseaux, les chouettes, tout ce qui est chouette, écureuils, reptiles pourraient venir se coincer dans ces poteaux. Donc on recommande que le poteau soit justement bien équipé d'un capuchon pour pas avoir de trou en fait. Merci beaucoup pour tous ces exemples très concrets et on va continuer comme ça sur des exemples concrets de mesures. Je me tourne vers Sophie, donc photosol, en phase chantier et puis en phase d'exploitation. Donc il y a un des enjeux forts, c'est celui des plantes exotiques envahissantes. Comment on prévient leur apparition ou leur prolifération? Et est-ce qu'il y a des risques justement dans ces mesures-là? Vous pouvez nous expliquer? Oui, effectivement, qui n'a jamais tremblé quand son écologue lui a annoncé du coup avoir vu une renouée du Japon. Donc oui, je parle sous le contrôle de Manon, mais les espèces exotiques envahissantes, en fait, ce sont des espèces qui poussent vite, qui s'étendent rapidement, dont on a du mal. Du coup, il y a des techniques encore qui ne sont pas encore totalement on va dire complètement connus, opérationnels et efficaces. Et puis surtout, les engins de chantier peuvent aussi ramener des graines sur les chantiers, les disséminer et créer de nouvelles stations. Donc là, nous, la plus grosse difficulté qu'on a, c'est l'évolution finalement entre l'état initial où les espèces ont été identifiées à un instant T et le démarrage du chantier où là, il y a plusieurs années qui se sont écoulées avec des nouvelles espèces apparues. Donc moi, je vais vous donner un exemple très concret sur un chantier que j'ai suivi. On avait du coup mandaté un paysagiste très classique pour la gestion des espèces exotiques envahissantes. Mais le problème, c'est qu'ils n'étaient pas autonomes sur l'identification des espèces. Et donc, je me retrouvais aussi avec du coup des stations non traitées et donc un manquement identifié par les services instructeurs. Donc j'avais essayé de coordonner leur venue avec l'écologue expert pour du coup essayer d'être plus exhaustif sur l'identification des stations, mais en fait c'est compliqué parce qu'il fallait du coup que les deux agendas se rejoignent et puis aussi ça double les coûts. Donc après, on a changé de prestataire pour avoir un paysagiste qui a une appétence plus importante sur la biodiversité, qui était du coup plus autonome sur l'identification des espèces et surtout qui avait les bonnes pratiques, donc qui intervenait à un moment calendaire adapté pour traiter les espèces et qui surtout les acheminait aussi en filière agréée. Donc là, ce qu'on a fait avec ce partenaire, c'est qu'on a conclu un contrat forfaitaire journalier. Donc c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il passe chaque mois sur site, il regarde s'il y a des espèces. S'il n'y en a pas, il nous facture du coup à mener repli d'engins. A contrario, s'il en voit, il les traite et les achemine. Il nous facture du coup l'acheminement et le traitement du coup en filière agréée. Et dernière chose, du coup, sur les exotiques envahissantes, ce qui est le plus complexe, donc, c'est les espèces à rhizomes, donc, comme la fameuse renouée. Là, malheureusement, je n'aurais pas de solution miracle à vous amener. Simplement que donc, nous, on avait une station d'une centaine de mètres carrés connue sur site. Et donc, dans l'étude d'impact, il était écrit d'excaver le système racinaire sur 3 mètres. Donc, ça fait 300 mètres cubes de terre à traiter en filière agréée. J'ai eu un devis à 500 000 €. Autant vous dire que ce n'était pas acceptable pour l'entreprise. Donc, et en plus, si on laisse simplement un bout de rhizome dans le sol, la station repart derrière. Donc, après, on avait essayé de chercher du matériel qui fait du concassage, criblage pour traiter la station, mais en fait, ce genre de matériel ne court pas les rues. Ensuite, on a essayé de penser à du bâchage. Le problème, c'est que la renouée du Japon était vraiment située au droit des panneaux photovoltaïques. Et avec le battage du peu sur la bâche, ça ne fait pas bon ménage. Donc là, on essaye d'explorer une situation d'électrocution du système racinaire.
Le problème, c'est qu'il faut qu'on voit la compatibilité avec nos installations photovoltaïques qui sont elles-mêmes électriques. Et aussi, peut-être, pourquoi pas, un pâturage caprin. Merci. Écoutez, c'est vraiment très intéressant, en tout cas pour les gens dans ce milieu-là. J'imagine que vous avez plein d'informations. On va continuer avec Manon. Donc, pour Biotop, est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples de mesures de réduction en phase d'exploitation? Alors, pour les parcs agrivoltaïques, parce que je crois qu'en Bourgogne-Franche-Comté, vous avez beaucoup d'agrivoltaïsme. Oui, alors nous, déjà, je voulais rappeler que la mesure de réduction, c'est bien, mais comme l'a dit Robin, l'évitement, c'est vraiment la première mesure à mettre en place pour justement éviter toutes les zones sensibles. Donc ça peut être des fois d'éviter, comme la renouée du Japon, des fois d'éviter d'installer les phases travaux sur ces stations, parce qu'on sait que c'est une espèce qui va être très difficilement enlevable. Donc il faut vraiment la prendre en compte aussi. Ça va être aussi tout ce qui est zone humide, de bien éviter les zones humides, parce qu'on sait que la compensation sur ces zones, c'est très compliqué. Il faut du foncier. Les mesures compensatoires sur les zones humides, c'est assez difficile de mettre en place. Et ça vous coûtera toujours moins cher d'éviter ces zones que de vouloir les compenser. Il faut bien avoir ça en tête. Après, en mesure de réduction au niveau de la conception des parcs, ça va être de favoriser des interrants assez grands. Donc sur de l'agrivoltaïque, on a la chance que, comme il y a de la culture qui est prévue au niveau de ces panneaux, les interrants, des fois, ils font plus de 10 mètres. Et on sait que plus l'interrant est grand, plus ça va apporter de la biodiversité. Donc ça peut être... ça reste un impact, mais c'est quand même un gain de biodiversité de garder un interrang assez notable. Ensuite, ça va être tout ce qui est mesure de réduction au niveau du choix de panneaux. Donc ça va être, parce que comme le disait Thomas, il y a une problématique sur les insectes ou même les oiseaux aquatiques qui peuvent en fait être attirés par la lumière polarisée des panneaux. Donc ça va être de choisir des surfaces les moins lisses possibles, quitte à mettre soit le CNPN, donc le Conseil national de protection de la nature, recommandé dans un avis de 2024 de mettre en fait un système de grille blanche sur les panneaux, donc quelques lignes par panneau pour justement couper cet effet lumière polarisée. Donc ça peut être un choix au niveau du choix de panneaux. Ensuite, ça va être pour les chauves-souris, sur les trackers, parce que la nuit, les trackers sont à l'horizontale. Ça va être de conserver toujours un angle d'au moins 30 degrés pour éviter que les chauves-souris ne prennent ça pour une surface en eau et viennent collisionner avec le panneau. Donc ça peut être, c'est des choix et c'est très accepté en tout cas dès que j'en parle aux porteurs de projets. C'est des mesures assez classiques et qui peuvent être facilement mises en œuvre. Donc ça va être ces mesures-là. Après, au niveau des phases de travaux, l'important, ça va être vraiment le calendrier de travaux pour justement éviter toute destruction d'espèces protégées au moment des travaux, parce que ça va être vraiment le moment le plus critique pour la biodiversité. Ensuite, en phase d'exploitation sur de l'agri-photovoltaïque, il y a tout ce qui va être, si on est sur du pâturage, de prévoir un plan de pâturage, parce que c'est important qu'il n'y ait pas de surpâturage sur les zones, pour garder vraiment des systèmes prairiaux qui soient le plus fleuris possible et qui puissent en fait attirer le plus d'insectes possible, et donc de ce fait toute la chaîne trophique associée, donc tous les prédateurs, les chiroptères, les oiseaux qui pourront en fait venir sur le parc. Ensuite, ça va être aussi quand on met du pâturage en place, ça va être d'éviter la vermifugation soit des moutons, soit des vaches aux périodes printanières pour pas en fait que les insectes qui viennent manger les excréments du bétail s'intoxiquent, et donc de ce fait intoxiquent aussi les chauves-souris, les oiseaux qui viendraient se nourrir des insectes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi à prendre en compte, parce qu'en général on passe, quand c'est comme ça, il n'y avait pas de pâturage avant, donc ça va être
un impact si on ne réfléchit pas à toutes ces questions de surpâturage, de vermifugation. Ouais, alors maintenant, j'en profite parce qu'il y a plusieurs questions qui vous concernent. On passera à la suite juste après. Je pense que c'est intéressant. Une des questions, c'est, vous avez parlé de l'inclinaison des panneaux. Est-ce que vous avez des publications scientifiques sur l'angle d'au moins 30 degrés que vous conseillez pour les chiroptères? Oui, ça vient d'une étude hongroise qui avait été faite et donc qui avait. Après, c'est une publication qui est faite sur une expérience in situ, donc ça n'a pas été fait sur vraiment des panneaux, mais en tout cas, ils s'étaient intéressés à ce problème et ils voyaient que les surfaces lisses, donc eux, ils avaient pris un plexiglas, donc qui pourrait représenter aussi les panneaux. Et ça a été repris aussi dans le rapport de la LPO, donc c'est quelque chose qui est bien connu. Et aussi éviter tout ce qui est panneaux vraiment verticaux, comme des fois on peut voir aux États-Unis, où là ça va vraiment faire effet barrière très important. Merci. Il y a d'autres questions sur les clôtures, mais je les poserai tout à l'heure. Je passe la parole à Sophie, donc de Photosol. On va parler maintenant de mesures de compensation. Par exemple, recréer une mare, une prairie sur un autre terrain. Ça aussi, ça pose un certain nombre de problématiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les enjeux qui sont liés aux mesures de compensation? Oui, en fait, moi j'aimerais insister du coup sur l'aspect foncier qui est vraiment la plus grosse problématique qu'on a pour la mise en œuvre des mesures compensatoires. Déjà parce que c'est très chronophage et puis aussi c'est extrêmement coûteux. Et en particulier, j'aimerais m'arrêter sur le mécanisme d'obligation réelle environnementale, les ORE, qui sont souvent plébiscités et demandés par les services instructeurs. Mais il faut savoir aussi que de l'autre côté du miroir, de notre côté, il y a aussi beaucoup de problématiques et de tâches du coup pour les mettre en œuvre. Déjà, donc c'est un mécanisme qui existe depuis 2016 et pour autant, il y a très peu de notaires en fait qui ont travaillé là-dessus. Donc en fait, quand on leur demande du coup de nous accompagner là-dessus, ils le découvrent en même temps que nous. Donc c'est compliqué, ça prend du temps qu'ils fassent eux-mêmes leurs recherches. Il y a tout un tas également de documents, d'annexes, de justificatifs fonciers, puisque voilà, on l'inscrit au cadastre qu'il faut trouver. Donc ça demande du temps aussi de collecte et d'annexation à ce document. Les signataires des ORE aussi sont évidemment aussi parfois inquiets sur la responsabilité administrative et juridique qui pourrait leur incomber si jamais il y a une défaillance du maître d'ouvrage. Donc là aussi, il y a besoin de recherche et de les rassurer sur ces volets-là. Et puis aussi, surtout, d'identifier un co-contractant. Tout le monde ne peut pas signer en qualité de co-contractant. Il y a une liste qui définit ces entités-là. Et il faut réussir à les emmener, à les convaincre de la qualité de notre projet pour qu'ils soient signataires à nos côtés. Donc moi, en tout cas, une solution que nous, sur laquelle on a travaillé à Photosol, on s'est un peu inspiré des promesses de baux amphithéotiques qui sont classiquement utilisées dans la filière. Donc en fait, on a travaillé sur des promesses d'ORE qu'on a signées sous seing privé. Donc ça a l'avantage d'aller vite, c'est rapide, ça permet de cristalliser du coup par écrit les intentions de gérer communément du coup les mesures et surtout de cristalliser le coût parce qu'il y a une négociation féroce sur les indemnités et les loyers derrière, donc ça permet au moins de mettre ça par écrit. Et puis après, donc on réitère dès que possible devant notaire cette promesse d'ORE et une fois que toutes les conditions sont réunies avec un co-contractant identifié et les documents qui vont bien, on signe l'ORE final du coup devant notaire. Un autre élément sur lequel j'aimerais insister, c'est en tout cas la difficulté que nous on a à Photosol, c'est que souvent on a des mesures compensatoires qui sont chez des propriétaires et exploitants agricoles. Donc en fait ils nous disent c'est chez moi, je fais ce que je veux pas qu'il y ait un étranger entre guillemets, donc c'est-à-dire l'exploitant agricole voisin qui fasse les mesures à ma place. Donc on est un petit peu pieds et poings liés pour contractualiser avec eux pour faire la création et la gestion des mesures. Et le problème, c'est que ils ont le monopole, ils n'ont pas de concurrence. Donc des fois, ils nous proposent des devis exorbitants pour faire les mesures. Donc nous, on passe beaucoup de temps à négocier pour avoir un prix raisonnable pour faire toutes les mesures qui vont bien. Et puis aussi, eux, ils vivent de leur activité agricole. Leur chiffre d'affaires est généré par la culture de blé ou autre. Et donc, en fait, ils sont plutôt sur le terrain aller faire leur grande culture, les semis ou les collectes. Et puis, nous, on leur court après pour qu'ils pensent aussi à faire nos mesures derrière. Quelles mesures, par exemple? Création de prairies, les mares, effectivement, comme vous les avez cités. C'est aussi l'eau de sénescence. Il y a tout un tas, effectivement, de mesures compensatoires qui sont possibles, mais c'est pas leur priorité par rapport à l'exploitation.
Donc, bon, voilà, le problème, c'est qu'on ne peut pas non plus les froisser parce que, comme ils sont aussi en qualité de propriétaires, on est aussi un peu lié à eux pour assurer la mise en œuvre de mesures compensatoires. Donc là encore, je n'ai pas forcément tellement de solutions miracles, si ce n'est que de décorréler les sujets fonciers qui signent l'ORE vraiment en simplement qualité de propriétaire avec une indemnité consentie pour la perte de valeur éventuelle du terrain et puis les manques à gagner d'un point de vue agricole. Et de l'autre côté, de passer un contrat de prestation de services rémunéré pour la réalisation des mesures avec des clauses de sortie ou en tout cas des pénalités en cas de manquement de non-réalisation des mesures. Parfait. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la partie, la première séance de questions-réponses. Voilà. Alors, je vous lis. Il y a aussi un commentaire. Je vous lis d'abord les questions. Donc, elles s'adressent plus particulièrement à Manon. Donc, sur les recommandations d'éloignement entre les lisières et les clôtures, d'où viennent les chiffres de recommandation de 10 mètres ou 20 mètres? Est-ce que vous avez des publications scientifiques sur le sujet? Alors, ça vient du guide qui avait été publié par l'OFB, qui date de 2023 ou 2024, j'ai un trou de mémoire. Mais en tout cas, oui, c'est dans les recommandations. Après, il n'y a pas d'études scientifiques poussées, mais en tout cas, c'est dans le guide. Donc voilà. D'accord. Et une autre question sur les clôtures. Est-il préférable pour la faune de surélever la clôture ou de faire des passages à faune ou des clôtures type maillet inversé si on devait faire un choix? Je pense que le choix, ça serait de surélever la clôture parce qu'on sait que faire des passages à faune, ça veut dire faire des trous dans le grillage. C'est aussi quelque chose qu'il faut surveiller lors du suivi de chantier, que ça soit bien mis en place par justement le sous-traitant. Donc je pense que le plus simple, c'est de choisir déjà des mailles de 20 par 20. Ça montre que c'est suffisant. Et en plus, si on peut, de rehausser la clôture. Mais je pense que d'abord, dans votre choix, c'est les mailles, le rehaussement et après de faire les trous parce que voilà, on sait qu'il faut les mettre, je pense pour que ça marche, il faut étudier quand même où est-ce qu'ils passent. C'est quand même moins efficace que de choisir de base une clôture qui est perméable à la faune. Juste un petit commentaire là-dessus. Il faut faire attention pour les clôtures sur le risque de piège qui pourrait se créer à l'intérieur de la centrale. C'est-à-dire qu'on a des cas où on a notamment des sangliers qui s'amusent à creuser quand on rehausse un peu les clôtures et à passer et à rentrer dans le parc photovoltaïque. Après, ils n'arrivent plus à sortir. Et ils n'arrivent plus à sortir parce que c'est des sangliers. Donc du coup, voilà, faut aussi réfléchir comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que font beaucoup de développeurs exploitants, c'est par exemple prendre les clôtures à autoroute inversées, avec les grandes mailles en bas et les petites en haut, et ce qui permet généralement à la petite faune de passer sans risquer ce que des sangliers ou autres carnivores rentrent dans l'enceinte du parc. En particulier quand il y a des moutons, on va éviter que des loups décident de venir se servir. Alors une question, peut-être c'est pour Robin. Existe-t-il de la documentation scientifique sur l'impact des centrales solaires en toiture sur la biodiversité? Ou peut-être pour Thomas d'ailleurs, je ne sais pas. Si oui, la méthode ERC s'applique-t-elle? Alors, on avait cherché et il n'y en a pas beaucoup. il y en a vraiment très peu. C'est un sujet qui n'est pas trop évoqué. Globalement, les sujets qui sont liés au photovoltaïque en toiture et à la biodiversité, c'est globalement les mêmes que pour la rénovation des bâtiments, la rénovation des toitures. La LPO avait fait un guide sur la prise en compte de la biodiversité dans la rénovation du bâti, qui globalement, je pense, pourrait s'appliquer aussi au PV toiture. Les impacts sont évidemment pas les mêmes, mais il faut voir que le photovoltaïque toiture, c'est pas la même chose que photovoltaïque au sol. Il y a vraiment de grandes différences, ne serait-ce qu'en termes de coûts pour la suite. Donc, Thomas voulait rajouter quelque chose ou pas sur Oui, la dame fait des études sur ça ou... on a très peu d'études là-dessus parce que l'idée quand même de base, c'est que si on va sur toiture, c'est qu'on évite d'aller au sol. Donc on évite les principaux impacts. Après, on commence à réfléchir avec mon collègue qui est juste là à la question est-ce qu'on ne peut pas combiner toiture végétalisée et photovoltaïque. Après, ça pose un certain nombre de questions techniques et notamment de gestion de l'eau parce qu'il faut de l'eau pour que les plantes poussent. D'accord. Mais je pense que là, il y a aussi quand même une perspective à creuser, c'est comment on peut faire de la biodiversité sur les toitures. Ouais. Alors, je vous lis un commentaire puisqu'il est arrivé. Bonjour Denis Forzi, coordinateur des Sentinelles des Garrigues. Une véritable ruée à l'encontre de la forêt méditerranéenne, 3000 hectares dans le Gard. Les prescriptions et avis de la MRAE, de l'Adréal, ne sont pas observés. 10 hectares, ce sont 1000 arbres en moins. Les études sont biaisées. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ce commentaire? Non. Non, pas de réaction.
Quelles études? Les études, je ne sais pas, les études liées, j'imagine les études dont on parle. Ça doit être les études des bureaux d'études, mais bon, si on part avec un principe comme ça, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de discussions pour la suite. Discussion. En tout cas, je l'ai lu. Ensuite, eh bien, écoutez, on va passer à la suite, qui est donc la troisième partie sur le suivi des mesures. Pour comment s'assurer que toutes ces mesures sont bien appliquées, je commence avec Thomas de l'ADEME. Est-ce que les mesures ERC changent d'année en année? Je crois que l'ADEME, justement, est en train de préparer un bilan. Oui, en fait, on n'a pas de capitalisation, je pense, au niveau national des mesures ERC qui sont préconisées dans les études d'impact. Donc, on a encore demandé au Muséum d'histoire naturelle, à l'unité Patrinat, de nous faire ce bilan. Donc, ils sont en train de travailler là-dessus, de regarder toutes les études d'impact, d'essayer de les récupérer, de regarder les différentes mesures ERC qui sont proposées, et puis d'entraîner une intelligence artificielle qui nous permettrait de screener en continu ces choses et pouvoir suivre des évolutions. Donc ça, c'est en cours. Actuellement, en fait, c'est un gros manque de savoir ce qui est proposé, parce que j'imagine que si on arrive à faire un référentiel, on pourra aussi les mettre en avant auprès des bureaux d'études qui pourront derrière proposer les meilleures pratiques qui sont faites. Et après, il y a un deuxième enjeu. Je pense que j'anticipe un peu sur ce que tu vas dire. C'est sur la question il y a savoir ce qui est proposé comme pratique ERC et évaluer leur efficacité. Alors, vous avez vu que le temps de recherche est très long. Les publications, faire des suivis scientifiques, les publier, ça met 4-5 ans, si tout va bien. Du coup, ce qu'on essaye de mettre en place avec l'OFB, c'est des suivis harmonisés pour les développeurs et les exploitants, pour qu'ils puissent derrière valoriser les données. Du coup, il faut qu'ils suivent un cadre, un protocole qui soit commun et robuste. Et donc, c'est un travail qui est en cours, avec l'idée de pouvoir proposer des choses dès l'année prochaine. Merci Robin. France Renouvelable, alors qui contrôle la bonne application de ces mesures? Comment s'assurer que le suivi est bien fait? Alors, pour s'assurer que les mesures ERC qui sont proposées elles soient effectives tout au long de la vie du parc, il faut dire qu'un parc photovoltaïque, c'est une trentaine d'années généralement. Ça incombe principalement à la responsabilité de l'exploitant du parc photovoltaïque, et donc par la suite aussi, il s'en remet aux bureaux d'études qui font les suivis. Il peut y avoir aussi des contrôles par la DDT ou par la DREAL pour s'assurer que les mesures qui sont mises en place soient bien effectives. Il y a aussi le cas un peu particulier des mesures de compensation qui ont un certain nombre qui doivent respecter un certain nombre de garanties d'effectivité, de pérennité tout au long de leur vie. Et donc là-dessus, voilà, la responsabilité de l'exploitant est engagée. D'où l'importance de prévoir et de raisonner long terme sur les mesures. Il y a un impensé pour moi encore pour tous les projets d'aménagement, c'est celui de l'adaptation des mesures environnementales au changement climatique. Quand les mesures environnementales qu'on implante pour un parc photovoltaïque qu'on installe en 2025, elles devront être valables jusqu'à 2050, 2055, voire plus, dans un climat qui change de plus en plus vite. Donc c'est un sujet sur lequel on va se pencher, nous, là, en début d'année, parce que il faut pouvoir prévoir des mesures qui s'adaptent à ce changement climatique qui est de plus en plus important. Et puis de manière générale, pour que les mesures soient effectives, il faut que tout le monde y mette du sien aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en particulier sur le parc photovoltaïque et les parcs agrivoltaïques, il faut mettre d'accord les services incendies qui gèrent les obligations légales de débroussaillement autour des centrales et qui demandent à ce qu'on ait une végétation très rase autour des centrales pour éviter la contamination des incendies. Mais dans le même temps, les OLD, obligations légales de débroussaillement, ça sert aussi à mettre en place des zones un peu tampons pour la biodiversité. Donc comment on arrive à concilier tout ça? Les services agriculture, les services patrimoine, parce qu'on demande de faire des fouilles archéologiques sur les chantiers. Donc globalement, hop, on fait des grosses tranchées et puis voilà, super. Et puis bon, il faut aussi se rappeler que le photovoltaïque, c'est pas non plus la plus grosse menace pour la biodiversité. On voyait tout à l'heure pour les insectes, effectivement, il y avait une petite diminution. Je pense un petit peu moins que quand on répand des produits qui ont pour but de buter tous les insectes, quand même que c'est leur base. Donc il faut aussi mettre en perspective ces mesures-là avec les autres impacts, et là où le photovoltaïque peut aussi apporter du plus, c'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure avec l'agrivoltaïsme, il y a des cas où grâce à l'agrivoltaïsme, grâce au photovoltaïque, on peut mettre en place des mesures sur des terrains qui au départ étaient un peu des oubliés de la biodiversité. Quand on va, Sophie, tu l'as très bien expliqué, quand on va chercher des exploitants agricoles, qu'on les amène sur des mesures environnementales et qu'on leur explique l'intérêt, qu'on arrive à embarquer avec nous tout l'écosystème agro-environnemental, c'est vraiment du positif pour la biodiversité un peu commune, oubliée du quotidien.
Merci. Manon, Biotop, comment Biotop suit la bonne application des mesures de réduction en particulier? Est-ce qu'il y a un protocole spécifique pour être sûr, là, pendant 30 ans, que tout se passe bien? Bah, du coup, ça va commencer par déjà le suivi de chantier, qui est la première étape pour voir si les mesures qui sont écrites dans l'arrêté préfectoral sont bien respectées. Donc c'est vraiment là, nous, on agit en première ligne et c'est vraiment important. Ça va permettre aussi, toute cette première étape, de réorienter certaines mesures parce que, comme l'a dit Sophie, des fois, il y a ce qu'on écrit dans l'étude d'impact et quand on se retrouve des fois sur le terrain, on se dit « Ah zut, ça va pas se passer comme ça ». Donc moi, ça m'est déjà arrivé de revoir en fait certaines mesures, notamment sur les espèces exotiques envahissantes, où dans l'arrêté préfectoral, il avait été recommandé d'enlever par exemple tout un bosquet de robiniers faux acacias. D'un point de vue financier, efficacité de la mesure, et puis là, dans le contexte de où était placé le robinet, il n'y avait pas forcément lieu de tout enlever. Donc on avait revu en fait cette mesure avec le porteur de projet et on a quand même pris en compte, on a respecté l'arrêté préfectoral toujours en prenant en compte cette espèce exotique envahissante, mais on a géré que les rejets du robinet et pas les plants adultes parce qu'il n'y avait pas d'intérêt. Donc ça va être ça. Nous, là, à Biotop, on essaye vraiment d'homogénéiser tout ça, tous nos comptes rendus de chantier, pardon, nos comptes rendus de chantier, d'avoir quelque chose d'un suivi des mesures. C'est vrai que c'est hyper important, même pour nous, bureau d'études, de savoir tout ce qui se passe dans chaque agence. Donc pour ça, on a créé en fait une application de suivi de chantier qui s'appelle Ceratop et qu'on a développée là cette année et qu'on commence à mettre en place justement pour faciliter les retours d'expérience. Voilà. Et ensuite, concernant les protocoles, il n'y a pas de protocoles nationaux, c'est pas aussi bien cadré que sur de l'éolien, par exemple avec les suivis mortalité. Mais donc, on suit les parcs, on fait vraiment un focus les 5 premières années, puis tous les 10 ans jusqu'à la fin d'exploitation du parc. Ça, c'est des recommandations aussi des DREAL. Donc voilà, mais on n'a pas de protocole. C'est en cours par l'ADEME, tout ça, où aussi, Biotop, on travaille, on fait partie du programme biodivoltaïque qui va suivre justement, qui va veiller à harmoniser tous ces suivis pour justement pouvoir évaluer de manière plus concrète l'incidence des parcs photovoltaïques et d'avoir... Et dans 20 ans, justement... vous serez là, en toujours? Dans 20 ans, je ne sais pas où je serai. Non, pas vous personnellement, mais voilà. Pour vérifier que tout se passe bien. C'est ça. Le bureau d'études sera là pour vérifier justement que ça marche bien. Et c'est vrai que c'est important qu'on discute entre bureau d'études, organismes plutôt de recherche ou de programme pour justement, en fait, il faut toujours se remettre à la page parce qu'on est sur du vivant et du coup, on ne peut pas toujours prédire avec les changements climatiques, tout ça. Faut apprendre aussi à jongler avec toutes les choses. Voilà. Merci. Ceratop, vous avez parlé de Ceratop, c'est ça? Oui. Alors, une question, c'est ouvert à tous ou uniquement aux équipes Biotop? C'est ouvert à Biotop, mais c'est pour les porteurs de projets. D'accord, voilà. Très bien. Alors, Thomas, l'ADEME, où en est-on du suivi des mesures destinées à réduire ou à compenser les impacts? Point de vue de l'ADEME sur le suivi. C'est ce que je disais, pour l'instant on n'a pas de base de données nationale où on a une vision globale des mesures de réduction d'évitement. On a eu un premier travail où on regarde l'implantation des centrales photovoltaïques en France et donc par rapport au milieu naturel, aux aires protégées. Donc on a ces éléments-là. Est-ce que dans le passé on a essayé l'évitement se fait? Est-ce que de manière statistique on a une différence d'implantation? Est-ce que il y a plus que ce qu'on pourrait faire de manière aléatoire? Je ne sais pas si je suis clair. Si on projetait de manière aléatoire les centrales photovoltaïques, est-ce qu'elles sont plus ou moins dans les aires protégées? A priori, il y a un effet d'évitement sur les aires protégées, pas total. Et on fait la même chose sur les habitats. Pour l'instant, c'est un travail en cours, donc je n'ai pas les résultats. Sur les aires protégées, ça a été diffusé il y a 15 jours. Ouais, c'est ça. Et maintenant, et on poursuit le travail en regardant ce qu'il y a dans les études d'impact en termes de mesures ERC.
Donc ça, je ne peux pas encore vous donner les résultats. C'est quelque chose qu'on publiera en cours d'année prochaine. Pour l'instant, on a étudié une centaine d'études d'impact. On espère avoir un panel plus grand que ça. Mais déjà, on a des tendances. Et puis, Je dis à suivre alors. à suivre, ouais. Bah, on avance doucement. Et puis, vous aviez un dernier point? Et puis, oui, je voulais revenir sur la question des suivis. C'est important d'aller rapidement sur l'harmonisation des suivis. Et que ça soit fait de manière la plus généralisée possible, parce que c'est vrai que pouvoir exploiter chacun fait ce qu'il veut. On a du mal à exploiter, à pouvoir à tirer des tendances si on n'a qu'un parc avec un suivi ou une dizaine de parcs. Il faut des centaines de parcs pour pouvoir commencer à dire quelque chose et dire telle mesure, tel pool de parcs avec tel interrang est plus favorable à la biodiversité que tel autre. Donc ça, c'est important pour pouvoir quantifier, d'avoir un nombre important de parcs qui suivent des protocoles communs. Et on n'aura pas des résultats dans 20 ans ou 30 ans. C'est plus on a de parcs qui se mettent à mettre en place ces suivis rapidement, on aura de la puissance statistique pour commencer à dire des choses dans 5, 6, 7 ans. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire, ou après vous pouvez aussi lever la main. On peut faire comme ça. Dernière question pour ouvrir sur une perspective 2027. Robin, France Renouvelable, je crois, est en train d'organiser un congrès sur le photovoltaïque et la biodiversité au printemps 2027, c'est ça? Alors, vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots. Quel est l'objectif de ce congrès? Oui, jusqu'à présent, on avait organisé des événements qui étaient très franco-français. Et puis, en septembre dernier, à Montpellier, déjà, on avait organisé la 8e édition de la Conference on Wind Energy and Wildlife Impact. Donc, c'est la conférence internationale éolien et biodiversité qu'on avait co-organisée avec Biotop, justement. À Montpellier À Montpellier, au Quorum. Une édition, on avait réuni plus de 1000 personnes de l'industrie, des scientifiques, etc. pour justement partager ces retours d'expérience. Et en préparant cet événement, on s'est rendu compte qu'il n'existait pas le même événement encore pour le photovoltaïque, donc on s'est dit qu'on allait le faire. Donc de la même façon, c'est-à-dire France Renouvelable fait tout l'aspect logistique de l'événement, et puis il y aura un comité scientifique indépendant qui sera chargé d'élaborer le programme, de faire le call for abstract, de réunir les témoignages de scientifiques du monde entier. Et donc c'est en cours d'élaboration, on est en train de monter le comité scientifique international, et donc qui se déroulera entre l'automne 2026 et le printemps 2027. On va bientôt annoncer la date et le lieu en France, donc première édition, et puis après on verra comment ça se déroule par la suite. On a vu que la CWW, qui était un petit événement, est devenu un gros événement, parce qu'en France on a eu plus de 1000 participants du monde entier, et j'espère que sur le photovoltaïque, vu les thématiques qui ont été abordées aujourd'hui et vu les besoins en termes de connaissances sur les impacts et de connaissances de l'efficacité des mesures, je pense qu'on a de quoi faire aussi plein d'éditions de cette façon-là. Très bien. Alors justement, une question sur les impacts. Je prends sur Slido. On parle des insectes pour la biodiversité, mais la pollution des sols avec les fondations est-elle une vraie menace pour la biodiversité? Si oui, existe-t-il des solutions alternatives? Donc j'imagine, c'est pas précisé, qu'on parle des fondations des centrales solaires au sol. Sinon, voilà. La pollution des sols avec les fondations est-elle une vraie menace pour la biodiversité? Si oui, existe-t-il des solutions alternatives? Qui veut répondre? Alors, la question des sols, c'est vraiment une question importante et c'est souvent un oublié des études d'impact. On n'a pas identifié en premier la pollution. C'est quelque chose peut-être à regarder, mais elle est probablement quand même limitée au regard des surfaces de fondation. Mais le premier point d'attention qu'on a, c'est quand même la compaction des sols. Parce qu'en fait, on a des phases de chantier importantes avec des engins lourds et des interventions qui peuvent intervenir dans des phases qui ne sont pas les plus optimales pour la portance des sols, notamment en période humide. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent un peu mis de côté. Et un sol qui ne fonctionne pas, derrière, c'est un sol une végétation qui a des difficultés à reprendre. C'est des fonctions écologiques de la régulation de l'eau, une infiltration, du stockage de l'eau en moins. C'est des risques d'érosion. Donc il y a vraiment un point d'attention à avoir pour moi sur la question de la protection des sols, déjà sur la compaction, maintenir aussi les horizons de sol. Un sol, c'est structuré, c'est des horizons avec une activité biologique intense en haut, de la matière organique disponible pour les organismes et de la fertilité. Et donc aussi garder cette structure-là avec la couche végétale, en fait la couche de matière organique en surface, toujours en surface. Pas la décaper, l'envoyer ailleurs dans des jardins, pas l'enterrer en dessous
à 50 ou 60 cm parce qu'on a complètement remanié le sol. C'est vraiment essayer de garder cette structure-là et d'éviter la compaction. Et après, c'est vrai qu'il faut qu'on regarde un peu la pollution, mais ce n'est pas le premier impact qu'on a identifié. Ah, d'accord. Surtout qu'on est sur généralement du béton, donc quelque chose d'inerte, C'est donc inerte, il n'y a oui. pas forcément de pollution derrière. Je ne sais pas trop ce qui était entendu par la question, mais... Je ne sais pas non plus, effectivement. Mais c'est une réponse déjà. C'est du béton. Donc, OK. Une question de Carwan ou peut-être Caroline. Est-ce que vous avez des exemples de mesures ERC avec un retour d'expérience positif, vérifié en phase de construction-opération, toute espèce confondue, qui seraient des pratiques standards à tous les projets? Des exemples je de peux- mesures ERC avec un retour d'expérience positif, vérifié? Oui? Manon? J'ai entendu toute la question. Mais oui, du coup, nous, ce qu'on marque, c'est que vraiment le pâturage, enfin en tout cas sur la végétation entre les parcs, enfin il y a vraiment un effet positif, en tout cas de l'entretien, de la fauche en fait sur les parcs, parce que des fois on est vraiment sur soit des friches, soit des prairies qui sont pas en très bon état de conservation. Et le fait justement de faucher pour entretenir le parc va favoriser en fait toutes ces espèces plutôt fleuries. On va tendre à plus de diversité floristique, en tout cas au niveau de l'interrang, là où il y a le plus de lumière. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on peut constater. Enfin, en tout cas, moi, sur le parc que je suis, on constate qu'il n'y a pas une perte de biodiversité, en tout cas de végétation. On tend même à avoir des habitats en meilleur état de conservation qu'avant, du fait de cette fauche, en fait. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez aussi lever la main et on vous apporte un micro. Peut-être également, je peux amener Ah, bien des sûr. compléments de réponse aussi Sophie, tout oui, à fait. là-dessus. On a effectivement quelques bons retours d'expérience sur certains parcs. Effectivement, la gestion est primordiale. Alors nous, on travaille plutôt en pâturage au vin, donc c'est vrai que la pratique de fauche, on la fait pas tellement. Et nous, on a vraiment des grosses problématiques de surpâturage, puisque les éleveurs, en fait, c'est leur gagne-pain. Donc ils ont besoin aussi d'un cheptel aussi adapté pour leur train de vie. Du coup, ce qu'on revoit sur nos parcs, c'est que quand on laisse justement des exclos qui sont pas pâturés, qui sont laissés justement en pousse libre jusqu'au septembre, ça permet du coup une biodiversité sur ces patchs. Donc peut-être qu'on aimerait aussi travailler nous à Photosol, c'est de laisser du coup des bandes fleuries, parce qu'il y a aussi un enjeu, comme on l'a dit, risque incendie, risque d'ombrage qu'il faut aussi qu'on maîtrise. Donc je suis convaincue qu'en laissant justement quelques patchs de quelques centaines de mètres carrés ci et là dans le parc, ça va permettre aussi le retour de biodiversité sur nos parcs. Et on a plusieurs espèces qu'on a pu retrouver parfois grâce à ce mode de gestion. Alors une question. L'année dernière, le CNRS précisait que les budgets proposés à la recherche étaient insuffisants, voire très faibles. Est-ce qu'il y a eu des évolutions à ce niveau avec des vraies prises de conscience? Peut-être Essayer. Thomas, hein? Alors oui, c'était Bertrand Chatte, Oui, collègue ça me du dit CEF. quelque chose. Nous, on continue notre soutien autant que possible côté ADEME. En fait, c'est depuis 4-5 ans, je pense côté ADEME OFB, on a essayé de mettre les moyens sur la recherche pour pouvoir faire avancer les choses. Après, c'est pas mirifique, hein, ça doit être de l'ordre de 1 ou à 2 millions par an. Vu les questions, ça mériterait beaucoup plus, hein. J'encourage tous les acteurs à y contribuer. C'est vrai, un chercheur du CNRS, il a une dotation de quelques dizaines de milliers d'euros par an pour travailler et il est obligé d'aller chercher des projets. Et donc il faut accompagner ce travail-là. Oui. Alors dans le Gard, une soixantaine de projets et tous en garrigue. Les pétitionnaires ne cherchent pas l'évitement. Alors que faites-vous pour faire respecter les mesures d'évitement, mais aussi la loi APER qui exige de favoriser les zones anthropisées? Il y a un peu deux questions dans l'une, là, parce que voilà. Est-ce que quelqu'un a une réponse là-dessus? Comment on fait pour faire respecter les mesures d'évitement lorsqu'elles ne sont pas respectées? Et Robin? Je ne connais pas ce cas particulier, je pense que ça fait suite à la question précédente sur les garrigues aussi. Là-dessus, la séquence ERC elle s'évalue dans son ensemble, au vu de ce qui est proposé dans l'étude d'impact environnemental, ce qui est réalisé par les bureaux d'études en environnement, etc. Il y a toujours cette crainte que parce qu'on s'implante en milieu naturel, on s'implante dans un milieu qui est
riche en biodiversité, ce qui est généralement le cas. Mais il faut vraiment regarder au cas par cas, se dire que pendant longtemps, on a dit faites du photovoltaïque en friche, par exemple. Une friche, c'est une parcelle qui a été autrefois anthropisée, qui a été laissée à l'abandon. Sauf que ça peut être des terrains sur lesquels la biodiversité s'est redéveloppée pendant plusieurs mois, voire années, et qui du coup est devenu très riche en biodiversité. Donc au final, il faut vraiment regarder très finement au cas par cas. Est-ce que le site qui est considéré est très riche en biodiversité? Est-ce que les mesures d'évitement, de réduction, de compensation qui sont proposées sont adaptées? Et on ne peut pas répondre comme ça, il y a 60 projets, les mesures ne sont pas respectées. Il faudrait regarder dans le détail chacun des projets, chacune des mesures qui est proposée. Voilà, moi j'ai envie de dire de faire confiance aux travaux des bureaux d'études en environnement qui savent ce qu'ils font quand même. Personne n'aurait intérêt, et ça c'est un point important, personne n'a d'intérêt dans la filière à s'implanter dans un milieu qui est très riche en biodiversité. Oui, parce que derrière, il y a un procès et il y a une C'est que des problèmes par la suite. Donc personne n'a d'intérêt, aucun développeur photovoltaïque ne va se dire je veux aller dans le milieu où il y a le plus de biodiversité, c'est vraiment le meilleur endroit. Personne ne se dit ça, donc je pense qu'il faut vraiment se sortir de cette idée aussi. D'accord. Une autre question, avez-vous des retours, des recommandations à partager avec nous sur la question de comment comptabiliser les impacts d'un photovoltaïque en zone humide, d'un parc photovoltaïque j'imagine, en zone humide? Des recommandations sur la comptabilité des impacts en zone humide. Il y a un programme de recherche en ce moment qui est mené par l'INRAE, il me semble, qui s'appelle Hydrindy QNR, qui vise justement à étudier les impacts des centrales photovoltaïques sur les zones humides et de proposer des mesures par la suite. Donc c'est un programme qui doit bientôt se terminer, donc je pense qu'on en saura très vite bientôt. Très bien. Et également aussi en complément, Photosol, on a mené justement des études avec un bureau d'études sur la plupart de nos parcs en exploitation. Et ce qu'on constate, c'est que les traces redox sont présentes sur nos parcs, alors quelles que soient les modalités, que ce soit en interrant, sous panneau, avec ou sans tranchée archéologique, puisqu'on l'a effectivement évoqué tout à l'heure, ça peut être aussi un impact. Mais on voit que les traces redox se reforment après. Donc voilà, on a aussi des travaux. Traces redox, qu'est-ce que c'est? Les traces réductiques, je parle sous le contrôle de Manon. Et les traces pour montrer que le sol est humide en fait. C'est vraiment ce qui permet de mesurer ça. Très bien. Donc voilà, c'est vrai que je voulais rebondir sur les questions des zones humides. Enfin, nous, je sais qu'en Côte d'Or, c'est vraiment, maintenant, les DDT, elles demandent systématiquement un dossier de ruissellement. Donc c'est vraiment un nouveau sujet qui est apparu là depuis l'année dernière ou il y a 2 ans déjà. Donc c'est vraiment maintenant, on s'intéresse. Avant, on ne s'intéressait pas forcément à cette question. Mais maintenant, oui, il y a vraiment... les services instructeurs demandent vraiment de plus en plus des études poussées. Okay. Et après, oui... Voilà. Très bien. Alors, je vais lire. Il est 15h, mais il y a une dernière question, donc autant y répondre rapidement. En lisant les études d'impact de plusieurs porteurs de projets, les périodes favorables pour la réalisation des travaux semblent variables. Certains recommandent de démarrer en août, tandis que d'autres en octobre, les terminer en février ou en mars. Y a-t-il un consensus ? Alors, pour répondre, déjà, ça va dépendre des espèces concernées. Et après, bien sûr, sinon, si on respectait 100% les calendriers de sensibilité de la faune, vous ne ferez jamais votre projet. Donc, le but, c'est de vraiment commencer les gros travaux, terrassement, tout ça, en dehors des périodes de sensibilité de la faune. Donc, en général, on recommande en automne, en septembre, après la période de nidification pour les oiseaux et avant la période aussi d'hivernage des amphibiens, parce qu'ils pourraient être sur le site et être dérangés lors de la période de travaux. Donc ça va être plutôt un terrassement à l'automne. Et après, en fait, une fois que le site il est complètement défavorabilisé pour les espèces, elles n'auront pas d'intérêt à revenir sur un sol nu. Donc c'est vraiment de continuer en fait toujours une activité pour que la faune ou la végétation ne repousse pas et ne revienne pas en période de travaux. Donc ça va vraiment être ça à prendre en compte. Merci beaucoup. Rapidement. En complément aussi, ça dépend de où on se trouve en France. Le printemps, il ne commence pas de la même manière si on est dans le sud de la France ou dans le nord. Et puis ça dépend aussi des années. Donc il faut aussi s'adapter, on va dire, au cas par cas. Voilà, donc pas un consensus précis, mais on s'adapte aussi. Alors, merci beaucoup. Donc Thomas Aiglin, Manon Léon de Trévoré, Robin Dixon et Sophie Jacot pour tous ces exemples vraiment passionnants. Et merci à vous d'avoir suivi jusqu'à maintenant.